Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Parcours atypique, le podcast où nous explorons des histoires inspirantes de personnes qui ont changé leur vie de manière inattendue. Dans cet épisode, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur David Armel Sawadogo, un entrepreneur audiovisuel burkinabé de renommée internationale. De ses études en pharmacie à Ouagadougou, à la création de sa structure audiovisuelle à New York, et enfin à son retour définitif au Burkina Faso, David Armel a un parcours exceptionnel. Nous allons découvrir ensemble son incroyable voyage, ses défis, ses réussites et ses aspirations pour l'avenir. Bienvenue David Armel, c'est un énorme plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup de me recevoir. C'est un honneur pour moi d'être, je pense, parmi les premiers dans cette aventure. J'espère elle va s'éterniser. C'est vraiment tout le mal que je souhaite. Et merci. Déjà, c'est un plaisir pour nous autres qui sommes la plupart du temps introvertis. Derrière la caméra, on parle pas beaucoup. On, on est plus sur le terrain, sur l'action. Donc bon, au cas où mes expressions ne sont pas aussi éloquentes comme notre host, prière de me pardonner. Trop plein d'humilité. Alors, Vas-y. avant d'entrer dans le vif de cet échange, si je devrais vous demander en une phrase, est-ce que vous estimez que votre parcours est atypique et pourquoi? Je, je pense qu'il est atypique. Certains me l'ont dit. Il y en a qui pensent que voilà, j'ai été une source d'inspiration pour eux. Mais d'un point de vue personnel, moi, je pense que j'ai juste avancé, hein. J'ai juste fait mon train de chemin, j'ai avancé et puis je suis là où je suis, quoi. C'est tout. Vraiment, c'est pas, ça n'a jamais été quelque chose de calculé dans un certain sens. Voilà, c'est juste arrivé et puis voilà, on continue. Ok, avant de continuer, avant d'arriver où on est aujourd'hui, j'ai envie qu'on reparte un peu depuis l'enfance. Est-ce que vous pouvez me parler de votre enfance, de l'univers familial dans lequel vous avez grandi? Euh, J'allais dire une enfance plus ou moins. Pendant longtemps, pour moi, je l'ai pensé, je l'ai trouvé un peu standard. C'est peut-être en grandissant que j'ai vu, voilà, peut-être que c'était un peu différent parce que déjà, je perds les parents très tôt. Je pense que la maman, je l'ai perdue quand j'avais 2 ans, Oh, pratiquement pas connu. Ouais, le papa, c'est quand j'avais 7 ans. Donc, très, très, très jeune. Les parents ne sont pas là. Je grandis en grande famille. Et voilà, déjà, il y a un manque, il y a un vide qui est là. Peut-être très jeune, on comprend pas pourquoi. On se sent un peu différent des autres. Pas forcément que il n'y a pas eu de maltraitance, des trucs comme ça, mais c'est juste il y a ce vide-là. À un certain moment, on part dans un sens de comparaison, pourquoi certains sont comme ci, certains aussi, et voilà. Mais je pense que très vite, je suis passé à autre chose parce que j'ai une sœur avec laquelle il y a une grande différence d'âge, plus ou moins, et elle a été plus ou moins comme ma maman, et donc très vite elle s'est impliquée. Et il y a aussi mon frère qui était là aussi, qui ont plus ou moins essayé à leur manière de remplir ce vide-là. Vu qu'on était tous les trois dans la même situation, il fallait qu'on se soude d'une certaine manière et puis essayer d'avancer. Et puis voilà, c'est tout. J'étais juste j'allais dire un enfant qui était très passionné de littérature et qui aimait chercher, lire beaucoup, fouiller, vraiment, je vais pas dire un peu geek, mais passionné de lecture. Je me retrouvais dans des discussions avec les enfants de mon âge, là où j'amenais des anecdotes, des faits qu'ils comprenaient pas. Tu te sens un peu à l'écart par rapport à ça, mais voilà, c'est juste ça, quoi. L'une des choses aussi que je dois dire, le fait de n'avoir pas eu les parents à côté, j'ai dû me prendre en charge très tôt. Ça fait que je pense que j'ai commencé à hustle, comme on le dit, hein, très, très, très tôt. Depuis le primaire, même, c'est d'essayer de faire des photocopies, essayer d'ajouter 25 pour pouvoir avoir quelque chose. C'était pas forcément qu'il y avait un manque en tant que tel, mais c'est essayer d'être vraiment indépendant et puis essayer de se gérer. Parce qu'on vivait en grande famille. Et vous voyez, quand vous vivez en grande famille, il y a beaucoup de... on peut pas forcément se concentrer sur tout le monde comme si c'était dans une famille, j'allais dire, nucléaire. C'est peut-être ça qui a développé cette envie de prise en charge, là, j'allais dire très tôt. Et il n'y a pas eu vraiment d'obstacle de la famille dans ce sens-là. Vraiment, les portes étaient ouvertes. Vas-y, essaye, explore, et puis voilà. Je peux dire que j'ai eu une enfance où j'avais pas eu beaucoup même de restrictions. J'ai vraiment eu la liberté de faire beaucoup de ce que je veux. Et voilà, ça a contribué à qui je suis aujourd'hui, je pense. c'est très intéressant.
C'est difficile à deviner. On ne peut pas se dire automatiquement que c'est ce à quoi vous êtes passé depuis tout petit. Est-ce que Mhm. ce vide-là, cette réalisation de la nécessité de hustle, comme vous l'avez dit, est-ce que vous en avez pris conscience vraiment petit? Est-ce que vous avez réalisé plus tard qu'en réalité, c'est cette force-là qui vous propulsait sans forcément savoir pourquoi? Oui, je pense que c'est après que j'ai réalisé que cela me propulsait sans savoir pourquoi. Franchement, parce que je peux dire aujourd'hui tout ce qui m'arrive, parfois je suis derrière la caméra, mais parfois je sors dans les cérémonies, dans la ville, les gens me reconnaissent. Ah, c'est David Armel, c'est David Armel. Il y en a du domaine même qui demandent des photos. Parfois, je me demande, like, c'est quoi ce truc? Je veux dire que c'est juste que j'ai fait ce qui me plaît. Je suis très obstiné. Ça, je suis très obstiné. Quand je décide de quelque chose, quitte à ce que j'aille et que je me cogne et que j'apprenne et que j'expérimente de moi-même, j'y vais. Donc, je pense que c'est vraiment dans ce sens-là. Ça arrivé comme ça et puis je me suis trouvé dans la situation là, mais c'est parce que je suis vraiment obstiné. Dès que j'ai quelque chose en tête, je fonce, peu importe le prix, quoi. C'est un peu ça. Est-ce qu'il y avait des rêves et des aspirations particuliers qui ont nourri votre enfance? Il y a certains, dès le bas âge, ils savent qu'ils veulent être artistes, qu'ils veulent être docteurs, qu'ils veulent être ceci et cela. Est-ce que vous aviez un chemin tout tracé depuis l'enfance ou c'était plutôt tout ce qui me vient sous la main, je l'embrasse? Ouais, c'est vrai. Franchement, c'est tout ce qui me vient sur la main. J'avais pas vraiment ce truc-là particulier. Mais au départ, c'est comme tout le monde. Tu dis tu veux devenir docteur, tu dis tu veux devenir, j'allais dire pilote, mais astronaute, c'est des métiers dont tu n'as absolument aucune idée de la réalité. Mais je pense que je suis juste allé comme ça au fil de ce qui me plaît. L'une des choses qui est importante et que je transmets autour de moi, c'est vraiment faire quelque chose qui te plaît. Ça te plaît, tu as l'impression de ne pas travailler, peu importe les difficultés que tu rencontres, ça devient beaucoup plus simple. Donc, c'est vraiment ça. Donc, mais je suis vraiment passé partout, hein. J'ai un ami qui fait un truc, une activité, ça me plaît, je l'accompagne. En tant que ça me plaît plus, je me retire. C'est vraiment aller là-bas. Donc, on est vraiment passé partout. C'est les vacances. J'ai un ami qui était dans une station de service, par exemple, des ventes d'essence. Pendant les vacances, j'allais l'aider à pomper. En temps, je me suis dit, bon, voilà. Yes, il y avait l'époque là où on vendait les cartes de recharge dans la ville. Je pense que moi et puis mon partenaire, on a vendu des cartes de recharge. Un temps, on a eu à ramasser des pots. On partait dans les quartiers. Vous voyez les pots en plastique là, devant de yaourt là. On partait, on tapait, on récupérait les pots. On a eu à faire quoi? On a eu à faire de la maintenance informatique. Parce qu'on était des passionnés, on aimait l'Internet, mais on n'avait pas les moyens forcément d'avoir des ordinateurs ou bien l'Internet à la maison. Donc, c'est de partir dans un cyber, demander à travailler sans être payé pour assister les clients et puis juste avoir la possibilité de se connecter de temps en temps. C'est vraiment des choses qui nous plaisaient et puis on y allait, quoi. C'est vraiment comme ça même qu'on est arrivé à la photographie. Voir quelqu'un qui a un appareil, ça plaît et puis voilà, on essaie. Et jusqu'à présent, c'est ce que j'essaie de faire. Je ne me lance pas dans quelque chose qui ne me passionne pas. Voilà. Et je pense que l'audiovisuel s'est présenté. Mm. Pendant que j'étais dans l'audio, je pratiquais, ou bien je m'amusais en audiovisuel dès le lycée. Quand je suis arrivé à l'université, à cause comme j'ai eu le bac, je me suis inscrit en fac de pharmacie. Mhm. Et entre la pharmacie et l'audiovisuel, c'est l'audiovisuel qui me plaisait. Donc bon, je me suis accroché, je me lance pas. Déjà, pourquoi des études en pharmacie? Pourquoi le choix d'aller en série scientifique? C'était par Parce que j'avais conseil, pas. c'était pour la Non, flexibilité. bon, je suis tombé dans le truc. Parce que j'ai eu un bac avec une assez bonne mention. Mhm. Et justement, c'était à l'époque où on avait le choix de choisir trois filières. Donc, je pense que j'avais choisi la médecine, la pharmacie et puis je pense que c'était SVT, non. Mhm. Et quand je suis allé voir, j'avais la possibilité d'aller dans les trois, mais en pharmacie, je pense que mon choix, c'était parce qu'en pharmacie, il n'y avait que 35 élèves, 35 étudiants. Pendant qu'en Mhm. médecine, il y en avait 400, pendant qu'en SVT, il y avait des milliers. Donc, je me Mhm. suis dit, bon, moi, je vais me concentrer sur mes études. Je veux un coin là où il faut beaucoup de gens. Franchement, c'est le nombre qui m'a dit, va en pharmacie. Et puis, je m'étais dit aussi que, bon, pharmacie, c'est quoi? C'est vendre des médicaments. Donc, bon, qu'est-ce qu'il y a de compliqué dans ce truc-là? C'est l'assumption que tout le monde avait. Je me suis pas du tout renseigné. Je suis allé comme ça et puis après, je suis arrivé, j'ai vu que, waouh, c'est une faculté. Les gens le connaissent. C'est une faculté qui est assez corsée, hein. Il faut être fort pour te dire. Parce qu'en fait, tu dois connaître un peu de la médecine, un peu connaître un peu de la chimie. Tu as ce melting pot de filières là en un. Et ça Mhm. prend beaucoup de temps, beaucoup de concentration. Il faut être super crâné. Donc bon.
Est-ce que c'est Nous, cette on était dans difficulté-là l'audiovisuel, donc. qui vous a poussé vers l'audiovisuel ou c'était juste un choix Non, pas forcément. purement par Non, pas passion? forcément. Pas forcément. Je me connaissais que quand je suis passionné de quelque chose, Mhm. j'y arrive pas forcément. Mais euh, j'étais pas du tout concentré, parce que j'avais beaucoup d'activités côté audiovisuel. Et Mhm. pour dire, en fait, à ma terminale, par exemple, je le dis récemment à mes assistants, j'étais pas un bon élève. J'étais pas du tout un bon élève. Ceux qui ont étudié avec moi le savent. Il y a des matières pour lesquelles je n'avais même pas de cahier. J'avais pas de cahier d'histoire, j'avais pas de cahier de géographie. J'étais pas du tout bon dans les matières scientifiques. J'étais plutôt littéraire en bac D. C'était de la cacophonie à revoir. Même je ne l'ai même pas conseillé à quelqu'un de faire ce que j'ai fait. Et pour à l'université, au bac blanc, je pense on était parmi les derniers même du lycée, hein. Ça, c'est aujourd'hui, je peux le dire. On n'était pas. Mais parce que un temps, j'ai pris conscience qu'il me fallait ce bac-là pour pouvoir arriver à un certain niveau. À Mhm. 3 mois avant l'examen, je coupe tout, je me concentre, je bosse comme un dingue, j'ai ma stratégie et je vais avoir mon bac avec ma mention. Quand je dois me débrouiller pour atteindre mon objectif, je peux l'atteindre. Donc, Ouais. ça veut dire qu'en pharmacie aussi, si c'était vraiment une affaire de passion et tout, j'allais me donner à fond, mais l'audiovisuel était déjà là. Je commençais déjà à avoir des sous, je commençais déjà à travailler, je travaillais avec des compagnies et tout. Donc, Est-ce voilà, que ça cette apaisait le. expérience-là ne vient pas aussi nous dire que souvent on a l'impression de ne pas être bien dans un domaine ou bien dans je sais pas, dans une situation, mais en réalité c'est pas parce qu'on n'a pas d'aptitude, mais c'est vraiment parce qu'on n'a pas de motivation, rien qui nous attire vers cette chose-là et on y est juste parce qu'on nous a dit que c'est peut-être le domaine prometteur, on nous a dit que c'est ce qui est le métier le plus intéressant, donc on est là, mais en réalité on n'arrive pas à vraiment se donner parce que voilà, on n'a pas de passion. Ça renvoie par le fait que personne n'est bête, tout le monde est intelligent, il faut juste pouvoir cadrer. Et je pense que ça, j'applique ça beaucoup dans ma structure. Et dès que tu viens, je t'apprends, j'allais dire un tout. Et après, on fait une pause et on va ensemble sur qu'est-ce qui te plaît vraiment. Et on t'oriente et on te concentre là-bas. Oui. J'aime le dire souvent, l'anecdote, c'est que j'ai une qui est passée par ma structure, qui a aujourd'hui sa structure, Amazon Photographie, photographe, l'une des meilleures de sa génération actuellement et tout. Elle a des assistants, elle a sa structure, elle évolue bien. Quand il est venu chez moi au départ, parce qu'elle venait d'une formation de journalisme, je la mettais en montage. Sortie terrain, cadrage, montage et tout. Après, on a juste vu que ça marchait pas parce qu'après 1 an, ça n'avançait pas. Donc, après, on a décelé que sa passion, c'est la photographie. On s'est concentré dessus 1 an et demi. Elle est sortie, elle a sa structure et franchement, je suis fier. Donc, c'est vraiment ça. Et toute personne qui vient, je décèle. Si tu as des aptitudes de leader, je développe ça dans ce sens. Si tu as des aptitudes de montage, je développe ça dans ce sens. Et voilà, j'essaie de mettre chacun à sa place. Et voilà, ça fait ses preuves, hein, la machine marche. Et puis voilà, aujourd'hui, on avance bien. Ouais. Ouais. Avant d'y arriver, et quels étaient vos Mhm. premiers pas véritablement dans l'audiovisuel? Quels sont les premiers projets? Est-ce qu'il y avait des choses conséquentes quand vous avez décidé justement d'abandonner la pharmacie pour vous consacrer à 100% Un à premier pas, l'audiovisuel? Est-ce qu'il y a eu vous parlez, vraiment des projets conséquents? Est-ce que vous avez eu à réaliser des œuvres quand même concluantes oui, oui, avant oui, je pense que, d'aller vers les États-Unis? oui, parce que déjà, l'émission All Flows, je pense qu'à l'époque, tous ceux qui sont dans le game se rappellent, je montais l'émission. Euh, C'est-à-dire que après elle avoir filmé et tout, avec Sadou, on montait ensemble. Et presque 1 an même et après, j'ai formé plus ou moins quelqu'un qui le faisait à ma place et tout. Le générique, le dernier générique même de l'émission en 3D, c'est moi qui l'a conçu. Et ça, c'était à l'époque. Et pour ceux qui connaissent All Flow, c'est l'une des émissions qui a impacté, j'allais dire, la culture Le hip-hop, des ouais. jeunes de cette génération de hip-hop et tout. Et après ça, j'ai eu à faire des clips vidéo pour certains artistes et tout. Et on fait partie de la génération qui a commencé les réalisations de clips avec des logiciels, un logiciel en particulier qu'on appelle Adobe After Effects, qui est un logiciel de conception d'effets spéciaux et tout. Je fais partie de cette génération qui a commencé à ça à l'époque. Et tout ça, ça a été vraiment avant de partir aux États-Unis. On faisait déjà quelques émissions de plateau télé, on était déjà nominés dans certaines, Ah, wow.
cérémonie de récompense. L'un des clips que je pense qui a vraiment fait parler de lui, c'est le clip de Doute d'énergie et puis de Bonsa, Everyday, Mhm. qui a quand même aussi marqué. Donc, je pense qu'avant de partir aux États-Unis, déjà, il y avait déjà cette main dans l'étrier, je peux dire. Mhm. Et voilà, c'est ça, je peux dire que c'est ça aussi qui m'a rassuré, dans le sens où je connaissais déjà un peu l'environnement, plus ou moins en le quittant. Et de là-bas, j'ai vu qu'il y avait toujours beaucoup à faire. Et puis voilà, ça m'a motivé un peu aussi à rentrer, quoi. Voilà. Mais j'ai vraiment commencé. Je pense que mon premier clip professionnel, c'est quand j'étais en première, seconde première que je l'ai monté. Et puis ça passait déjà sur les chaînes de télé, hein. Ouais, c'est il y a longtemps, plus de 20 ans. Donc, à cette époque-là, vous aviez déjà trouvé votre voie, votre passion. Vous Ok. aviez déjà mis quoi à la pharmacie. Vous avez déjà découvert votre voie. Vous avez déjà commencé à vivre de votre passion. Donc, qu'est-ce qui amène quelqu'un qui est déjà sur la bonne voie à tout lâcher et à entreprendre un voyage vers les États-Unis? À l'époque, on ne se dit pas qu'on lâche tout, hein. À cette époque, on s'est dit qu'on va là-bas même pour chercher mieux. On s'est dit que ce qu'on a là, c'est bien, hein, mais aux États-Unis, là, Mhm. c'est mieux. J'avais cette anecdote-là, là où en seconde, vous voyez ici, on étudie l'histoire des États-Unis. Il y a mon professeur d'histoire qui dit que chaque année, il y a 700 000 personnes qui immigrent aux États-Unis et qui s'installent et qui y vivent. Et puis, Mhm. il s'est retourné, il nous a dit que, 700 000 personnes chaque année, et puis il n'y a aucun de vous qui, vous êtes toujours là. Vous pouvez pas faire partie de ces 700 000 là. Et c'est un truc comme ça qui est resté dans la tête. Et puis, je peux dire que à l'époque, c'était mon partenaire et frère Tidiane Mhm. qui a vraiment amené cette idée des États-Unis là, parce que bon voilà, il avait eu l'opportunité, les connaissances et tout, donc il m'a dit voilà, il avait ce projet, on était ensemble, on fait tout de pair, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc on Mhm. a fait les papiers pratiquement ensemble, on a fait rentrer moi sur moi ça a marché. Euh, et puis je suis parti un peu plus tôt que lui. Et voilà, c'est vraiment ça. C'était juste, bon, c'est les États-Unis quoi, on y va. Mhm. Donc on se dit que peu importe je me suis dit que peu importe ce que j'avais ici, les États-Unis c'est forcément mieux. C'est forcément mieux. Je sais pas ce qu'il est là-bas, mais c'est forcément mieux. Est-ce que quelqu'un Ok. m'a dit? Personne ne me raconte. Donc, je lâche tout. Et puis, voilà, je fonce. Nobody told you. Euh, nobody told me, man. C'est quand tu arrives là, tu es like, oh, ok, d'accord. Mais je me Quelles rends étaient les compte aussi que premières impressions? peu importe ce qu'on m'avait dit, moi j'allais quand même partir. C'est ça aussi la réalité. Et il n'y avait pas aussi assez de personnes qui partaient et puis qui revenaient, qui Mhm. s'installaient, qui disaient vraiment les choses clairement, je peux dire. Mais comme je l'ai dit là, on est allé, on a fait notre expérience. Je pense que de plus en plus les gens partagent. Et puis voilà, chacun vraiment va faire son idée. Mhm. Mais pour revenir à ta question, mes premières expériences, au départ, c'est intéressant, et tu descends chez quelqu'un, voilà, on te guide un peu, mais ça, c'est une semaine. Ah, Mhm. après la deuxième semaine, tu te rends compte. Je me rappelle que mon premier boulot, c'était dans un McDo. Dès que j'ai fini le premier jour, comme ça, je suis descendu, j'ai dit, hey, qui m'a envoyé ici? J'ai appelé mes éléments, j'ai C'était quel appelé boulot? Tidiane et puis mon oncle. J'étais grill à McDo. On faisait les burgers. Donc, j'étais au niveau de la cuisine. On dépose la viande et puis tu flippes et puis après tu nettoies la grille, tu fais. Et dans les premiers jours, tu as déjà l'huile chaude qui saute sur toi. C'est des brûlures. Et tu vois, pendant toute ta vie, ici, on est à l'aise. Pendant toute ta vie, Mhm. tu travailles, j'allais dire, un peu. Tu travailles pas. J'ai l'impression Mhm. de ne pas travailler au Burkina Faso. Parce que voilà, c'était pas des boulots physiques. En tout cas, pour ma part, c'était pas le cas. Et tu arrives Ouais. là-bas et que tu dois faire un boulot physique comme ça pendant Mhm. 8 heures de temps chaque jour. Les premiers jours, c'est choquant, hein. Les premiers jours, c'est choquant. Et très vite, j'ai comparé. Je me suis dit, en fait, je m'assois à regarder des news, je fais des sports et puis je prenais des 150 000, des 200 000, ce que je gagnais en plus d'être boursier, en plus de gérer les cérémonies, en plus de faire la maintenance. Et j'ai laissé ça pour aller être dans cette cuisine-là. Et ce qu'on me payait, même j'étais en train de comparer, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je pense Et que la, c'est les et la- premiers et la instants pour moi. différence Mhm, culturelle entre le Burkina Faso et un pays comme les États-Unis est que même quand on a appris mhm. à se débrouiller parce on aime la chose et tout ça, quand on est étudiant, on est assez jeune, on a quand même le cocon familial qui est là, on nous demande presque rien en fait. On n'a pas besoin de se débrouiller, on ne paye pas de loyer, on mange ce que la vieille a préparé et tout ça. Donc, cette idée d'être vraiment indépendant en tant que jeune, c'est vraiment le jour et la nuit en fait. Il y a Bien personne sûr, sur qui bien sûr. s'adosser, on compte que sur soi.
Est-ce Exactement, qu'à ce exactement. moment-là, vous vous êtes dit, j'ai fait une erreur? Oui, mais moi, par exemple, la particularité, c'est que j'étais plus ou moins déjà indépendant, quote unquote, depuis des années. Parce que comme je l'ai dit, j'ai commencé à travailler très tôt. Et je Mhm. travaillais même déjà, en étant même étudiant et tout et tout. Ce que je me faisais par mois, c'était quand même assez conséquent. Donc, moi, ce côté-là, ça n'a pas été le souci. Moi, c'était l'aspect vraiment, j'avais justement quelque chose qui fonctionnait ici Mhm. qui aurait certainement pu avoir ce grand potentiel et devenir plus grand. Et je l'ai lâché pour revenir à quelque chose que je me rends compte, bon, c'est 50-50, quoi. Tu vois, Mhm. ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Ouais. Et à long terme, tu te projettes, bon, voilà, c'est mieux que ça marche. Mais je pense que ça m'a déjà, ça m'a donné un déclic dans la direction du reste de mon séjour là-bas, en fait. Est-ce que je reste pour vivre là-bas? Est-ce que je me prépare dans, j'allais dire, tout mon cursus, les boulots que je fais et tout, pour pouvoir revenir plus tard? Déjà, les premières semaines m'ont déjà toqué dans ce sens-là. Mhm. Voilà. Et parce que la réalité, c'est ça, c'est plus tôt tu décides, plus tôt tu as une idée de ce que tu fais, mieux c'est en Mhm. fait. Tu sais comment te préparer et puis voilà, Mhm. revenir. Mais c'était quand même assez brutal, Je comme pense que pour c'est tout le le monde d'ailleurs. défi que beaucoup d'immigrés ont quand ils arrivent dans le pays Mhm, hôte. On se rend mhm. compte très rapidement qu'on est obligé d'ajuster ses plans. C'est On est ça. venu avec une idée dans la tête, on est venu avec peut-être un domaine de formation, on se dit, ouais, j'apprends la langue et après, je peux reprendre mes activités tranquillement. Et puis, dans maximum 2 ans, je repars au Burkina. C'est ce que tout le monde a dit quand on arrive aux États-Unis pour la première fois. Et beaucoup ont Pour moi, été là, c'est obligés 2 ans. de, Et puis je repars. et puis je repars, et puis c'est tout. Mais comment vous vous êtes resté dans votre domaine, même aux États-Unis? Beaucoup de gens ont été obligés de dévier, de chercher complètement autre chose qui n'a rien à voir avec leur formation, avec les activités qu'ils faisaient au pays. Comment vous êtes resté dans l'audiovisuel aux États-Unis? Moi, ça a été déjà par la force de beaucoup de sacrifices. Au départ, quand je suis arrivé, moi, je ne cherchais pas forcément à étudier. J'étais venu pour voir, en fait, mes opportunités. J'ai eu un mentor celui chez qui je suis descendu, Eva, qui m'a très vite fait comprendre que, voilà, les études, c'est quand même important. Et ça te permet de comprendre le pays. Et j'ai vraiment observé ça. Donc, très vite, je me concentre sur les études. L'anglais, je suis descendu à West Virginia, Beckley. C'est une ville assez reculée Mm. là-bas et je suis resté là-bas presque un an, histoire de rester dans ce cocon-là, maîtriser la langue, apprendre la culture et tout et voilà. Parce que bon, après, très vite, quand tu es dans le milieu africain, Mhm. je trouve que tu t'intègres beaucoup plus difficilement. Donc Totalement. après, voilà, avec cette base là maintenant, après un an, je suis venu à New York. C'était vraiment là maintenant pour hustle, pour me chercher et tout. Et durant toute cette période-là, j'allais dire pour 2 ans et demi, 3 ans, c'était pas vraiment audiovisuel, là. C'était vraiment la période là où on se cherchait. Au moins 3 ans, c'était tous les petits boulots, restaurants, livraison de pizza, tout ce que tu peux imaginer. Quelles sont les anecdotes que Et vous avez avec ces petits boulots-là? ah, eh, il y a beaucoup de choses, surtout la livraison. Je pense que j'ai fait la livraison de pizza pendant au moins 2 ans, presque trois. Et bon, ça, c'est chaque jour son anecdote, hein, parce que c'était à Manhattan, à New York, tu as accès à, j'allais dire, l'une des villes les plus puissantes du monde. Tu arrives, tu es un nobody, comme on le dit. Tu n'es personne. Donc, Mhm. euh, tu rentres tu vois la vie d'un autre côté, en fait. C'est-à-dire que tu vois comment ces gens ont beaucoup d'argent, ils vivent dans une certaine opulence. Tu ne fais pas partie de cette élite-là. Voilà, tu es vraiment diminué parce que déjà, tu es un Africain, tu n'as pas leur accent, même si tu t'exprimes bien en anglais. Voilà, tu es noir en plus. Je me rappelle là où on a eu un incident, là où, parce qu'il y a un de nos éléments qui a manqué de respect à un chien. Ça nous est tous tombé Ça dessus. me Donc, manquait de respect littéralement, à un chien. oui, après cette anecdote, j'étais celui qui retenait le nom des chiens des clients, histoire d'avoir de Oh bons my pourboires. God. C'était stratégique, hein, dans le sens où, parce que j'étudiais les journées, les soirs, je ne pouvais pas travailler autant que tous ceux qui étaient là-bas. Donc, Mhm. je me retrouvais à devoir développer des stratégies. Donc, quand j'arrive, déjà, je m'assure de connaître le prénom du client. Hi, Mr. William, how are you today? I'm bringing your pizza. How is your evening?
Oh, this is your dog, tu vois. C'est vraiment essayer d'être un peu plus Learn to friendly que celui qui finesse. arrive. Yeah, tu vois, non. Que celui qui arrive qui donne un peu la pizza. Et je sais par exemple que ce chien, aujourd'hui, il s'appelle William. Je retiens. So, like 304 East 95 Street 2B. The name of the The dog is name. William. So, so next time, quand tu arrives, hey, Mr. William, tu appelles même le chien Mr. William. Mais en fait, c'est les États-Unis vont te faire comprendre le sens de l'humilité. Ça, je Mm, vais t'avouer. Ce que tu n'imaginais pas que tu allais faire, là, tu allais faire. Mais c'est vraiment dans ce sens-là de hustle, mm, de t'en sortir et puis passer à d'autres étapes. Donc, je pense que le fait que j'avais les études, là, ça m'a vraiment permis d'aller assez vite. J'ai compris le système, j'ai étudié le business, donc je comprenais déjà les taxes. J'ai mm, eu de bons professeurs qui m'ont expliqué un peu les lois, law, accounting and all that. Et je pense que c'est vraiment bien. Et dès que j'ai eu ce bagage-là, dès que j'ai eu mon associate, voilà, c'est à partir de là maintenant que j'ai dit, OK, revenons maintenant à ce que j'ai commencé, l'audiovisuel. mm, Et c'était à prix de grands sacrifices, hein, parce que, comme tu connais, surtout à New York, là-bas, c'est le taxi, c'est Uber. Uber, j'avais déjà commencé le taxi et tout. Je suis passé par toutes les étapes. Bon, c'était le taxi vert, le green, j'ai fait le yellow, et puis après, j'ai fait Uber. Et quand tu es dans cette étape-là, comme peut-être ceux qui le savent, hein, tu gagnes déjà pas mal, il y a beaucoup de cash flow qui mhm. passe. Donc, c'est assez difficile de décider de laisser ça, Ouais. puis de revenir dans un domaine peut-être que tu as laissé au pays avec beaucoup d'incertitudes. Mhm, Et pour répondre à ta question, j'ai commencé. J'ai fait un truc de 6 mois là où j'avais laissé tout ce qui est Uber et tout pour me concentrer dedans. Ça n'a pas marché. Je me suis grave coigné parce que voilà, je ne comprenais pas le système, j'allais un peu mal dans les choses et tout. Donc, je suis revenu encore faire Uber pendant environ 6 7 mois. mhm, Et je suis parti de ce que j'ai appris et puis je suis revenu encore dans l'audiovisuel. Parce que le but, c'était vraiment ça, quoi, revenir à ça. C'était essayer un peu, je fais le taxi, je sors, je fais une vidéo de quelqu'un, un clip d'un artiste. Euh, voilà, et puis après, je publie, je vois les feedbacks, j'apprends, je m'équipe en matériel. Voilà, j'ai mélangé les deux pendant un long moment. Et mhm. après, vraiment, je n'avais plus le temps de sortir conduire, je n'avais plus le temps de faire le taxi, je n'avais plus le temps de gérer ça. Et là, j'ai compris que l'audiovisuel commence à prendre conscience de toi. Mais c'est vraiment un processus qui m'a pris pratiquement, j'allais dire, 1 an, 2 ans, 3 ans pour pouvoir y aller. Et c'est un peu difficile parce que tu reviens un peu en arrière. Parce qu'en faisant le taxi, tu gagnes pas mal de sous. Mhm. Et après, tu abandonnes ça pour être à sec pendant une très longue période. Tu sacrifies. Et c'est pas évident que ça marche. Comme je l'ai dit, j'ai fait un truc de 6 mois là où ça avait complètement capoté. Donc voilà. Mais par la grâce de Dieu, franchement, ça a marché. Et puis voilà. Mais quand on fait face à ces réalités-là, où est-ce qu'on trouve la force pour ne pas abandonner? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient vraiment faire autre chose. Mais comme vous l'avez dit, le niveau de salaire ici fait que pour des boulots comme le taxi, babysitting et plein d'autres choses, on se retrouve à la fin de la semaine quand même avec un salaire assez consistant, surtout si on est prêt à y mettre les heures, à y mettre l'effort. Euh, Comment on laisse ça et on se lance dans l'incertitude? Chez vous, ça me paraît assez graduel, mais dès lors que vous avez essayé 6 mois et que vous avez vu, Hum, cette histoire-là, c'est ma passion, mais vraiment, je ne pourrais pas payer mon C'est loyer chaud. avec. Comment Mhm. vous vous dites, je continue quand même, je trouve le moyen d'allier les deux, je trouve le moyen de ne pas lâcher. Moi, ce qui m'a motivé, c'est que je me suis dit que je suis seul. Si je vais, si ça ne marche pas, c'est qui que ça chauffe? C'est moi. Mm. Je suis seul. Vous voyez tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et si ça chauffe, voilà, tu n'arrives pas à gérer ton loyer 2 3 mois, tu vas te débrouiller, tu vas aller au plus bas de l'échelle, c'est vrai, mais tu vas trouver des solutions. C'est toi seul que ça va chauffer. Pour quelqu'un qui a peut-être femme, enfant, famille, c'est Mm. difficile, c'est plus compliqué parce que le poids de ta décision, si jamais ça marche pas, ça joue sur ta famille. Et Ouais. dans ce sens-là, c'est peut-être là où, bon, ce serait intéressant d'avoir peut-être une partenaire qui comprend, qui accompagne. Si tu es une femme et que tu veux te repartir dans ton boulot de patient, si ton mari comprend et qu'il accepte prendre ses charges là pendant un certain temps, ça y va. Et on le voit parfois, il y a des couples là où l'un des partenaires arrête de travailler juste pour aller Mhm. à l'école et puis ça retombe sur l'autre pendant un certain moment, Ouais. l'autre conjoint, femme ou garçon, hein. Et c'est lui qui prend en charge le household pendant cette période. Et puis voilà. Donc moi, en fait, j'avais eu cette truc-là où je me suis dit, je suis pour le moment, en tout cas aux États-Unis, j'étais seul, j'avais pas ni de femme ni d'enfant. Donc
vas-y à fond. Ça marche pas, retente. Parce que à la fin de la journée, quand tu te projettes et puis tu te dis le boulot que tu fais actuellement là, peut-être cette conduite-là, c'est pas un boulot que peut-être tu vas faire jusqu'à tes 50, 70 ans. Et tu vois, l'avenir de carrière dans ce domaine-là est compliqué. On le voit aujourd'hui. Les applications commencent à changer leurs règles, les lois changent et les investissements que tu as fait à peut-être 2 ans, que tu as projeté sur 10 ans, changent même dans la troisième, même dans la quatrième année. Donc, cette incertitude-là fait que c'est mieux de prendre le risque de chercher quelque chose de tangible sur le long terme. Et si ça te chauffe actuellement, c'est toi seul que ça chauffe. Mhm. Si tu as un partenaire et tout, entendez-vous de manière à ce que justement l'autre partenaire prenne sur lui le temps que tu puisses développer ça et que ça aille. Mais vraiment, il faut du courage, de l'abnégation, du sérieux, du professionnalisme, de la dévotion. J'allais dire tout ce qu'il faut, se donner et puis voilà, y aller. Et si c'est la passion, les difficultés là vont plus ou moins être supportables en fait. Donc c'est Mhm. vraiment ça. C'est vraiment, je me suis dit, le l'enjeu, la fin là, ça mérite les moyens que je dois mettre maintenant et puis voilà. C'est un peu ça. À part qu'il faut à tout prix rester célibataire si on veut, si on veut réaliser ses rêves, quelles sont les autres grandes leçons que vous avez apprises dans cette aventure audiovisuelle là aux États-Unis? Est-ce que vous avez été plus focus sur la communauté africaine ou est-ce que vous avez pu vous intégrer dans la communauté américaine? J'ai fait le processus de commencer d'abord par la communauté africaine. C'était la communauté que je connaissais. C'était là où on aurait pu vraiment me faire confiance beaucoup plus facilement Mhm. sur certains projets. Et avec vraiment, bien sûr, le temps à l'aide de beaucoup de frères là-bas que j'aimerais bien remercier. Arnaud Kaboré, JB Sankara. C'est les deux frères vraiment qui m'ont ouvert les portes du marché, j'allais dire, américain parce qu'ils avaient vraiment des contacts et travaillaient avec les compagnies, les structures. Mhm. Et vraiment, j'ai travaillé aussi avec eux sur beaucoup de projets dans ce sens-là et surtout Arnaud Caboret. Et j'ai vu aussi la différence, hein. J'ai vu la différence. Et ça, par exemple, c'était un tremplin très compliqué pour moi parce que la structure audiovisuelle aussi aux États-Unis grandissait. Je commençais même à pouvoir avoir autant de marché dans le secteur, dans le milieu africain que dans le milieu, j'allais dire, proprement américain et tout. Mm. Et c'était en même temps à la période là où j'avais décidé de rentrer. Et très vite, j'étais tenté de me dire, like, est-ce que je shift pas? Ici, là, le truc il est en train de prendre, hein, c'est en train d'aller même à un niveau, j'allais dire, international. Est-ce que je shift pas? Et puis voilà, je me concentre ici, et puis bon, peut-être dans 5 ans, on va voir. Mais le Ouais. truc, c'est que j'avais cette voix, cette conviction-là. L'étude que j'avais fait du marché africain, de là où j'étais et tout, les plans que j'avais mis en place, les raisons personnelles qui me faisaient rentrer, tout ça Non, me disait de rentrer au moment où je devais rentrer. Franchement, il y a ce sixième, cette voix, cette intuition, ce truc qui te dit ça. Et tu te dis aussi, dans un sens logique, hein, si tu peux être bien chez toi, c'est encore mieux que d'être bien ailleurs, en fait. Surtout si tu as la possibilité. Voilà, j'étais dans une possibilité à un moment là où j'avais le choix. non. Et j'ai choisi de rentrer et heureusement, grâce à Dieu, aujourd'hui, je regrette pas. Mais, J'ai envie de euh, dire qu'en regardant votre parcours, il ressemble à mhm. un éternel recommencement et que vous Ouais, recommencez exactement au moment où les choses sont en train de décoller. Vous avez dit que avant de venir aux États-Unis, les choses commençaient à aller, vous avez commencé à prendre à avoir de vrais contrats, à avoir de vrais sous et tout ça. Et vous avez dit, si ici ça va, aux États-Unis, ça sera ouais. forcément mieux. Donc, Mhm. vous arrivez aux États-Unis, vous faites des petits boulots, vous planquez plusieurs fois, vous arrivez quand même à vous relever et vous arrivez à un niveau où finalement, vous êtes en train de décoller, vous avez commencé à avoir des contrats et avec la communauté africaine qu'avec la communauté américaine. Et en ce moment, vous dites, je stoppe et je me rejette encore dans l'inconnu. Est-ce que vous n'êtes pas addict au risque? Surtout Plus ou pour moins, en quelqu'un fait. qui vous avait dit que vous n'étiez pas marié, vous n'aviez pas de famille et tout ça. Qu'est-ce qui motive quelqu'un à dire, you know what, je jette tout, je rentre au pays? Pour C'est ce plusieurs grand raisons. pas-là que beaucoup de personnes n'arrivent pas à franchir, en fait. Moi, je suis celui qui préfère essayer, échouer, enlever ça de ma tête et puis continuer à passer à autre chose. C'est ce qui peut-être a marché, qu'on voit. Il y a pas mal de choses qu'on a essayé aussi au milieu, que ce soit moi et Tidiane, qui n'ont pas marché. On essaie ça, ça marche pas. On dit, ah, ça marche pas, c'est pas grave. OK, next. Et puis on continue. C'est vraiment ça. On settle, we never settle. Et m'asseoir et puis me dire que
peut-être actuellement, là, voilà, ça c'est possible que ça marche. J'ai 50 de chances que ça va marcher peut-être aux États-Unis, ça peut marcher aussi là-bas. Je préfère aller voir, je préfère aller essayer. Comme je l'ai dit, au départ, c'était aller essayer aux États-Unis voir. Je me suis dit, c'est bien, c'est rouge, c'est beau, c'est beau. Je suis allé, j'ai vu la réalité et tout. J'aimerais ça, je décide, est-ce que je veux rester là-bas ou bien je veux continuer? On peut se tromper. Moi, ce que je pense dans certaines décisions, mais rester dans son erreur pendant longtemps, ça, c'est criminel. Donc, pareil, c'est vraiment ça. Donc, je suis arrivé aux États-Unis, j'ai vu, je me suis donné la chance, j'ai dit, ah, voilà ce qui ne marche pas. Je pense que là-bas, là encore, c'est mieux. Pour toutes les raisons personnelles, professionnelles, logiques et tout. Je vois qu'est-ce qu'il me faut pour y aller, je prends ce risque-là, et puis je viens encore ici. Et c'est comme ce que je dis. Si ici aussi j'arrive et puis il y a ce truc-là qui me dit, voilà, fais ci, fais ça, je vais quand même essayer, je vais mettre mon pied dans l'étrier, tester. Si c'est bon, je reste. Si c'est pas bon, je reviens là où je suis et puis je continue. C'est comme ce que j'ai dit. J'aurais pu venir ici, et Mhm. puis voilà, ce que je pense là, c'est pas du tout ça. Bon, si c'est le cas, on repart et puis voilà, on continue. Mais je pense que dès que je suis revenu, dès les premiers instants, j'avais quand même pas mal d'indicateurs qui me disaient que ça allait aller. Et c'est ça qui m'a, j'allais dire, convaincu. Et voilà, même si ça n'a pas été facile, hein, il y a cette courbe-là qu'il faut, j'allais dire, suivre. Est-ce que vous Ouais. aviez déjà des projets dans les tuyaux avant d'entrer? Est-ce que vous aviez déjà des promesses, des contrats alignés? Vous aviez des gens sur qui compter avant d'entrer? Non, non, pas forcément. La chose que j'avais, c'est le fait que mon partenaire Tidiane était resté sur place. Et j'allais dire, c'est plus ou moins qui me rassurait quant aux éventuelles possibilités. Parce qu'il y avait beaucoup de choses que lui aussi voulait faire. Et voilà, il n'arrivait pas aussi à mettre ça en place parce que voilà, il était déjà pris aussi dans beaucoup de trucs. Donc, nous encore se retrouver, ça a boosté encore les choses. Mais sinon, c'est pas que j'avais des choses déjà alignées, hein, je suis juste venu comme ça. Puis voilà. Mais quand tu arrives et puis déjà ton premier projet, sur lequel tu tombes, ça te paye une certaine somme. Tu te dis, c'est intéressant, il y a ce Mhm. potentiel-là qui est Une là. certaine somme là, c'est Et combien? en tout cas, c'était plus du million. C'était plus du million Waouh, ok. dès les premiers projets, ouais. Est-ce que c'est un C'était appel plus du... lancé à la diaspora? Faites vos valises. Non, non, en fait, je me suis juste trouvé dans une position là où j'avais la chance parce que j'avais justement ce plus en anglais là qui m'a rendu beaucoup plus compétitif par rapport à d'autres sur ce même marché. Voilà, c'était ce plus là et puis on l'a saisi. Mais après ça, c'était pas des mois là où il y avait rien, hein. Des mois même quand je me disais c'était vraiment chaud. Mais au moins il y a c'est ça que je dis là, c'est le potentiel que j'ai vu dès le départ là qui m'a dit il y a quelque chose. Donc si au moins il Mhm, y a ça, même si pour le moment il y en a pas, c'est de mhm. voir en fait comment revenir à ça. Et Voilà, comment c'était vous tout avez un peu géré ces périodes de vache maigre, comme on le dit? ces périodes de vache maigre, il faut accepter d'avoir le mental et accepter de revenir au plus bas de l'échelle. Est-ce qu'à quelque part, on n'est Accepter. pas rentré avec beaucoup de millions et on était tout peinard à enjoy? Non, parce que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai investi beaucoup dans le matériel audiovisuel. C'est ce que moi je fais actuellement. Ça veut dire que dès que j'ai quelque chose, j'investis dans le matériel. Il est tellement coûteux et puis il faut tout le temps renouveler. Et puis voilà, je trouve que c'est un asset qui est assez intéressant parce que voilà, tu l'utilises et puis tu rentabilises si tu sais bien l'utiliser. Donc, c'est pas du genre que j'avais beaucoup de cash on hand. Bah, je me suis dit juste, j'ai le matériel, même s'il n'y a pas d'entrée, j'ai pas le truc. Faut que tu es obligé en fait de te débrouiller pour trouver ces sous-là. Et surtout, faut accepter que ton niveau de vie va baisser. C'est vraiment ce Mhm. que je dis à tout le monde. Faut accepter que ton niveau de vie va baisser. Là-bas, tu avais peut-être AC 24/7. Ici, là, peut-être que tu vas faire des mois, des années sans climatisation. Faut que tu acceptes. Faut que peut-être tu acceptes que peut-être, voilà, ta voiture, là, c'est plus forcément le V8 climatisé, 4x4 et tout. C'est ton petit truc que tu utilises et puis tu te déplaces. Bon, pour ceux qui me connaissent, les premières voitures que nous, on avait quand on est rentré, c'était vraiment quelque chose de très, très modeste, hein. C'est vraiment, parfois même, peut-être même que tu n'auras pas de voiture. Peut-être que il faut accepter vraiment revenir au plus bas de l'échelle parce que accepter de revenir et puis te dire que peut-être les petits frères que tu as laissés sont maintenant à un certain niveau et Mhm. que voilà, tu dois aller les voir pour dire ah, c'est comment l'homme fort. Est-ce que accepter avoir cette humilité-là, casser ton mind, casser ta vision carrée des choses parce que tu n'es plus la même personne. Tu as Mhm. un système et une façon de penser qui n'est pas forcément adapté au local. Accepter que ça marche pas, ça marche pas. Les gens ici pensent comme ça, les gens ici pensent comme ça. Même si toi, tu veux que ça change là, essayer vraiment de s'adapter et puis vraiment essayer de ramener les choses à un certain Quels niveau. étaient C'est ça la difficulté. quels étaient les plus gros challenges et quels étaient
les plus grandes différences, en fait? On ne peut pas dire s'adapter puisque vous venez de cette société-là, mais se C'est se réadapter, je réadapter. dirais. Voilà. Après un long temps, il faut apprendre à se réadapter et gérer aussi le regard de l'autre parce que, quoi qu'on le dise, il y a beaucoup qui sont toujours dans la vision que quand on vient des États-Unis, quand on vient de l'Europe, on t'attend sur un certain créneau. Mais quand tu viens avec des projets et que tu as une vision sur le long terme, peut-être que frimer est le dernier de tes soucis. Comment est-ce qu'on gère ce regard-là des autres? Il faut avoir un mental assez fort parce que ça, je le dis souvent, c'est la première des difficultés. Elle ne sera pas forcément technique hein, ou financière, elle sera sociale. Il faut avoir un mental assez fort. Il y en a qui vont te regarder en te disant que voilà, sûrement que tu es un raté. C'est pour cela que tu es revenu. Ah, toi, lui, là, il a quitté les États-Unis. Regarde la voiture dans laquelle il est. Et on l'a bien dit qu'il était aux États-Unis pendant tout ce temps-là. Regarde, par exemple, le téléphone qu'il tient. Regarde, par exemple, ouais, c'est avoir accepté ces mentalités. La petite anecdote, aujourd'hui, je te disais ça avant de commencer. Je viens de prendre un nouveau téléphone. Ça fait plus de 5 ans que je suis rentré et c'est la première fois que je change de téléphone. C'est accepter que voilà, tu ne vas pas suivre forcément cette tendance. Les gens peuvent te voir dire voilà, l'américain c'est quoi ce truc-là? Depuis 5 ans tu tiens la même chose. Faut aussi accepter que tu auras dans le social des gens qui vont te voir comme potentiel sauveur, potentiel messie. Toc, j'ai besoin là, toc toc toc, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de combien? Il faut que tu puisses être capable et être fort de pouvoir dire non, tu es là pour te construire. Tu ne peux pas sauver tout le monde. Tu dois d'abord te mettre dans une certaine position, j'allais dire plus ou moins stable, avant d'essayer de voir les uns et les autres. Le social est un peu compliqué pour moi parce que j'ai une activité qui me prend beaucoup de temps, que je suis vraiment, en 5 ans, je pense qu'on a fait beaucoup. Ça nous a pris beaucoup de temps de vie personnelle. Et ça fait que parfois, les activités sociales, je ne suis pas présent. Ça, vraiment, j'allais dire, socialement, ici, c'est un défaut. Parce que, voilà, les week-ends, je dois gérer les équipes, je dois être là en train de faire je suis dans beaucoup de choses. Donc, ça fait que côté social, je suis difficilement présent dans les activités, les cérémonies et ainsi de suite. Et c'est comme on le dit là, il faut que socialement tu sois fort à accepter ça parce que tu vas le faire pendant un temps. Et on va tout le temps se plaindre de toi. Voilà, tu n'es jamais là, tu n'es jamais présent, tu es ainsi de suite. Mais bon, voilà, tu sais ce que tu cherches, tu sais quel est ton plan à accepter. Tu ne peux pas sauver tout le monde financièrement. Il faut que tu acceptes ça. Il faut que tu acceptes qu'on te voit d'un certain œil parce que certains vont penser que tant que tu n'arrives pas à un certain apparence financière publique, on va se dire peut-être que tu es plus ou moins raté. Et puis voilà, accepter quoi, accepter, Mhm. couver, et puis voilà, émerger. De toute façon, si ça marche, c'est les mêmes qui seront là en disant que ouais, ils sont crus en toi. Lui, là, je crois en lui. Vous voyez? Et donc, c'est vraiment ça. C'est le mindset, et puis voilà, Mhm. accepter de prendre le coup pendant une période, c'est tout. Est-ce que ce complexe-là de vouloir forcément rentrer en grande pompe, devenir habiter dans un château, est-ce que c'est pas ce complexe-là qui fait que beaucoup de gens qui aimeraient bien rentrer, parce que quoi qu'on dise, c'est chez nous, qualité de vie et tout ce qui entoure la famille, le bon vivre ensemble et tout ça, c'est quelque chose qui est attirant pour beaucoup de personnes parce qu'on n'est jamais vraiment totalement intégré quand on vit à l'étranger. Est-ce que cette peur-là, cette volonté de rentrer en grande pompe comme le Messi, là, est-ce que c'est pas ça qui empêche beaucoup de personnes de sauter le pas? Et quel est votre conseil à ces personnes-là? Je pense que c'est vrai. Ça empêche beaucoup de sauter le pas parce que si tu rentres avec une certaine volonté de niveau de vie, une certaine voiture, une certaine maison, un certain standing, ce niveau de vie-là, tu dois le financer. Et si tu n'as pas de revenus de manière locale pour pouvoir le financer, c'est chaud. La réalité, c'est qu'au départ, au début, c'est pas évident que tu aies les moyens de pouvoir financer ce niveau de vie-là. Donc, très certainement, ça va te retarder. Donc, je pense que moi, mon conseil dans ce sens-là, c'est ceux qui veulent vraiment faire le pas, rentrer. L'investissement qu'ils doivent faire, c'est plutôt, j'allais dire, un investissement personnel, dans le sens de formez-vous, développez-vous personnellement, ayez ce mindset-là. Faites peut-être des allers-retours pour pouvoir, j'allais dire, plus ou moins analyser le pays. Mais il faut pas aussi le faire
pour toujours. Parce qu'en temps, on se retrouve dans cette difficulté. La première difficulté, on prend l'avion, on repart. Je vais aller chercher l'argent. Première difficulté, tu prends l'avion, tu repars. Tu vas aller chercher l'argent. Tu risques de rester dans une boucle, en fait. À un Mhm. moment donné, il faut te dire que je suis là pour 2 ans. Peu importe ce qu'il y a, je gère la réalité. C'est comme ça qu'on affronte les problèmes, c'est comme ça qu'on les règle, c'est comme ça qu'on grandit. Voilà, plusieurs fois, on a tous été tentés de dire, bon, j'abandonne, hein, je repars et tout, mais c'est de vraiment rester et tenir. Et se dire que accepter que je reviens reprendre au bas de l'échelle, accepter que je reviens reprendre avec un niveau de vie, j'allais dire, assez plus ou moins modeste. Et Mhm. puis, cet apparat, ce m'as-tu vu là? Si c'est quelque chose que tu aimes, tu vas le rattraper facilement, hein. Ça, c'est juste une question de temps. Franchement, c'est juste une question de temps. Est-ce que vous l'avez rattrapé? Non, je ne sais pas dans ma nature. Moi, je suis un geek là où j'aime juste taffer, j'aime juste être là, j'aime juste faire que des trucs qui me plaisent. Voilà. Si maintenant, si peut-être ma façon de m'habiller ou bien de tenir telle chose, voilà, ça a l'air d'être ma TV, bon, c'est peut-être ça, mais bon, moi, je suis minimaliste et j'aime juste faire Hmm. avoir que ce qui me convient sur place. Ouais, c'est vraiment ça. Simple. Le plus simple, le mieux, le plus clair, et je pense que tu évolues mieux. Et c'est ma règle ici dans ma structure, c'est KISS, comme tu le connais. Keep it simple, stupid. Le plus simple possible. Quand vous regardez en arrière de tout Mhm. ce beau parcours, est-ce qu'il y a eu un breaking point où vous vous dites, mais je sais plus où me mettre la tête en fait? Oui, je pense que ça, c'est le premier breaking point, c'est l'arrivée aux États-Unis. Me rendre compte très fâcheusement que peut-être que j'aurais pas dû, mais je suis déjà là. Donc, faut que je trouve une solution et voilà, et avancer. C'était vraiment littéralement, peut-être qu'à l'époque, si j'avais l'argent du billet d'avion pour retourner, j'allais repartir. Mais en même temps, le frein, c'est, tu es allé aux États-Unis, tu as un peu fait 1 an, tu es revenu, puis tu es là. C'était peut-être ce regard-là, ce que les gens allaient dire qui m'a freiné ou peut-être au départ. Mhm. Et je me dis aussi, bon, voilà, il y en a qui sont là, qui le font, je vais y aller, je vais prendre ça, je vais apprendre ça, je vais faire mon temps et puis je vais repartir. Mais c'était vraiment un moment vraiment low. Parce que pour ceux tous les étudiants, hein, tu es censé payer ta scolarité tout seul, tu es censé gérer, j'allais dire, ton loyer et tout seul, et puis tu veux aussi peut-être construire ou bien commencer quelque chose au pays, ça fait que c'est très compliqué. C'est très compliqué. Je me rappelle que, surtout, l'année là où je devais graduer, c'était très compliqué parce que entre le boulot et les cours et tout ce que j'avais à faire, je dormais littéralement moins de 4 heures par jour pendant des années. En temps, ça joue sur toi. Et les 4 heures, c'est littéralement, tu comptes 1 heure de train, aller-retour. Bon, on le vit tous, hein. Et ça joue vraiment sur le mental, ça joue sur le physique. Et puis parfois, tu as envie de tout lâcher, de tout claquer. Et beaucoup le vivent sûrement aux États-Unis. Et ça, par exemple, ça peut pousser beaucoup de gens à se dire, bon, voilà, je claque tout et puis je rentre. Alors que, même si ça y est, là, faut quand même revenir plus ou moins, j'allais dire, préparé. On n'est jamais prêt, mais je pense que voilà, faut avoir cette préparation dans ce mindset-là. Faut pas que Mhm. ce soit juste une difficulté sommaire ou primaire qui te dise, bon, je lâche tout et puis je viens. Ça peut être un coup de tête, pas de Mhm. préparation. Si tu arrives ici, ça peut être pire. Donc ça, c'est le premier breaking point aux États-Unis. Et ici, quand je suis arrivé, je pense que pendant la première année, il y a eu des moments là où, c'est peut-être maintenant on peut le dire, il y a eu des moments là où vraiment je me suis dit, ça là, c'était une erreur. Ici, là, je pense pas que je puisse me réintégrer parce que il y a plein de trucs que je pensais revenir, rentrer, des espoirs, des promesses que j'avais plus ou moins faites. Et puis je me suis dit, non, 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 ce n'était absolument rien de tout ça. Mhm. Et c'est d'accepter que c'est ta réalité, en fait. Et ce breaking point là, qu'il est compliqué parce que tu rentres, il y a une dépression de réintégration, par exemple, qui existe et pour laquelle il faut en parler. Parfois, tu as des problèmes de compréhension juste un exemple simple. Tu fais beaucoup d'années dehors, tu rentres dans la ville de Ouaga, tu ne sais plus comment naviguer, tu ne sais plus où aller quelque part, tu ne connais absolument plus comment ça fonctionne. Déjà, juste ça, ça peut être un truc assez fort dans ton mental parce que parfois, les gens, tu as l'impression tu n'es plus chez toi, tu es dépaysé. Tu as une partie de ton cerveau qui te dit, tu es chez toi, tu es censé connaître. Et dans le cas, ça marche pas. Et parfois, on t'appelle, c'est vraiment compliqué. C'est juste des petits éléments, mais ce sont des choses, en fait, qui marquent, qui choquent Ouais. et qui peuvent te faire entrer dans une sorte de dépression là où tu t'enfermes. Parce que surtout, si tu es au départ où tu n'as pas quelqu'un à qui parler, les gens, ne t- les gens qui sont restés
ne te comprennent pas. Ceux qui Mhm. sont de l'autre côté ne te comprennent plus facilement. Tu te retrouves dans ce milieu-là, là où parfois tu as besoin de conseils par rapport à comment je gère ci, comment je gère ça, et tu n'as personne. Tu n'as vraiment personne, tu navigues seul dans ta tête en fait. Et si vraiment tu n'as pas, j'allais dire, un mental assez fort, si tu n'as pas un accompagnement, des gens compréhensifs autour de toi, tu peux vraiment faire du n'importe quoi, hein. Tu peux vraiment essayer de compenser avec de l'alcool, des trucs comme ça, histoire de pouvoir just get by et aller dans une situation qui est plus compliquée. Donc, je le dis, je l'ai vécu, j'ai vécu vraiment cette période-là, là où vraiment tu t'assois parfois, tu regrettes vraiment très sincèrement ton choix. Mais après, tu te dis, tu es déjà au fond, la seule direction que tu as, c'est de te relever. Donc, bon, Mhm. vas-y. Et on ne peut pas te comprendre parce que c'est pas des soucis financiers. C'est pas que c'est forcément de l'argent qui te manque, c'est juste des petits trucs qui n'ont l'air de rien pour ceux qui sont ici ou bien pour ceux qui sont là-bas, mais qui pour toi vraiment veulent dire tout. Tu t'assois avec tes amis, même tu vois que peut-être, euh, en tant que femme, peut-être, elle a eu deux, trois enfants, elle est mariée, mais elle, tu as l'impression qu'elle a réussi dans son foyer, elle a fait quelque chose de sa vie. Tu n'as pas ça, tu te dis, voilà, peut-être que j'ai échoué, tu commences à te faire un film. Tu es un garçon, tu viens, peut-être que je n'ai pas pu payer de parcelle, tu n'as pas construit, tu vois, tes promotionnaires qui ont construit, se sont mariés, ont deux enfants, quand même un minimum. Tu te dis que tu as fait peut-être 10 ans à l'extérieur, là où tu n'as rien fait de ta vie. Ça joue sur toi. Et t'as pas quelqu'un pour te dire qu'en réalité, chacun a son chemin de vie. Peut-être que ce que tu vois là, c'est pas la réalité. Toi aussi, tu peux rattraper ça. Tu n'as pas ça. Donc, Mhm. tu es juste un peu au milieu, tu dois juste trouver le moyen de te convaincre et puis de justifier tes choix et puis d'avancer. Et ça, c'est quand même assez lourd en fait. Et C'est quelle est vraiment cette assez lourd. chose-là sur laquelle vous vous êtes appuyé pour vous sortir de ces moments sombres? Moi, je me suis dit que je n'ai pas le choix. C'est simple, mais c'est Je ne- efficace. Parce qu'en fait, puisque le truc, c'est quoi? C'est que quand je rentrais, le projet, j'en ai parlé à certains là-bas. Beaucoup m'ont, avec leurs raisons et puis leur réalité, hein, m'ont tenté de me dissuader. Certains m'ont dit, oui, c'est bon, ça peut marcher. Et voilà, un pays qui était peut-être de l'extérieur, tu vois la situation sécuritaire, de l'extérieur, tu te dis que voilà, il y a ça qui va pas, la corruption, il y a plein de trucs, tu peux trouver toutes les raisons pour ne pas rentrer, hein. Mhm. Et toi, tu es assis, en fait, tu n'as pas des arguments forcément logiques qui tiennent, et ça te décourage. Mais si, et il faut maintenant que ça marche, parce que au moins tenter du mieux que tu peux, jusqu'à ce que aussi, voilà, tu puisses prendre la décision pour toi-même. Parce que le fait que ça marche, c'est quelque chose de personnel. Quelqu'un peut rentrer et puis dire que parce que ça marchait financièrement, il a réussi. Quelqu'un peut rentrer et Mhm. dire que financièrement, ça n'a pas marché, mais au moins peut-être qu'il a eu un mari et il a des enfants. Peut-être que ça a marché. Quelqu'un peut rentrer et dire que maintenant j'ai une carrière, ça a marché. Donc c'est déjà définir déjà selon toi qu'est-ce qui a marché là. Et Mhm. voilà, c'est un peu ça. Moi, selon ma définition des choses, c'est toujours en cours. Je vais pas dire que ça a marché. C'est toujours en cours. J'ai une vision, j'allais dire, un peu grande de la chose. Et voilà, je continue mon train de chemin et puis en espérant que, voilà, un jour ça va marcher. Un jour. C'est très édifiant, très, très édifiant. Merci. Et je pense Mm. que plus d'un vont s'inspirer de cette histoire-là. Parce que je sais qu'on est nombreux, qu'ils sont nombreux à se dire, je suis dans un moment d'incertitude, comment est-ce que je me lance, comment est-ce que je prends le risque. Mais apparemment pour vous, ça en valait la peine. On va terminer l'échange sur une belle note. Vous allez nous parler de Destiny Group. Quel est votre rôle à Destiny Group? Qu'est-ce que vous faites concrètement et quels sont les projets ou les exploits dont vous êtes le plus fier? Destiny Group, aujourd'hui, je suis cofondateur, si on peut dire ça comme ça, avec mon partenaire Tidiane Ouedraogo. Et c'est venu juste comme ça, hein. C'est mon partenaire Tidiane est, j'allais dire, producteur, un peu dans l'événementiel, l'organisation d'événements et tout. Moi, je suis la main audiovisuelle, culturelle et tout. Donc, on s'est associés. Chacun vraiment utilise la force de l'autre et puis on avance. Et donc, au départ, on avait dessiné prod pour la production des artistes. Ensuite,
je suis venu, je faisais les clips pour les artistes de la production, mais il y avait la capacité aussi de faire des clips et des projets pour d'autres artistes hors production. Donc, on a décidé de créer Destiny Pictures pour que les gens sachent que c'est clairement deux entités différentes, quoi. Et de là, il y avait aussi un restaurant que tu viens de gérer d'abord et Destiny Food. Et donc, ça fait déjà trois projets dans lesquels plus ou moins on était impliqués. Et avec le temps aussi, j'ai vu que je pouvais faire autre chose que les clips. Donc, il y a aussi les cérémonies concours, les photoshoots, la photographie. Peut-être que je ne parle pas beaucoup de ça, c'est pas beaucoup développé, mais on le fait parce que ça me permet de former mon monde personnel. Et donc, j'ai créé aussi Destiny Events. Voilà, donc Destiny Pictures, c'est la structure audiovisuelle de pointe qui fait les spots, qui travaille sur les grands projets, entre guillemets. Destiny Events, c'est les cérémonies, j'allais dire, de manière beaucoup plus sociale et tout. Et voilà, donc ça fait quatre entités et on est en train aussi de se lancer à fond dans la formation. Donc, il y avait la partie training aussi. Donc, on s'est rendu compte que avec le temps, disons ces 5 ans, on a quand même créé des structures d'une manière assez bien organisées qui fonctionnent et voilà, donc on a créé le groupe et ça nous permet maintenant de pouvoir aussi créer d'autres initiatives à l'intérieur qu'on va développer. Puis voilà, Comment vous rassembler les arrivez à gens. gérer tout ça? Ça fait quand même beaucoup pour deux personnes. Oui, ça fait beaucoup, mais je pense que de plus en plus, je le reconnais, sa force comme la mienne aussi, du mieux qu'on peut, je pense on gère assez bien les gens. On gère assez bien les gens parce que la force de tout ça, là, c'est vraiment gérer les gens. Pouvoir traiter la personne à sa juste valeur, reconnaître ses capacités, lui donner des situations de responsabilité, le former, l'amener un peu dans la vision. C'est ça. Donc, moi, par exemple, les 5 ans là, j'ai vraiment formé beaucoup, à qui j'ai transmis surtout la vision. La vision, c'est la plus importante. La technique, on l'apprend au fil du temps. Et ces personnes-là aussi, tous ceux qui nous rejoignent aussi transmettent la vision. Et voilà, ça marche plus ou moins. Donc, qui vient de le faire bien dans son département. J'essaie aussi de m'améliorer aussi et puis d'avancer dans mon département. Et puis voilà, c'est plus ou moins ça. Et la chose pour laquelle je peux dire qu'on est vraiment fier, c'est que quand même en 5 ans, quand on fait le recul, on a fait, c'est pas mal quoi. C'est vraiment pas mal. Et cette année, quand on Qu'est-ce qui était est par pas mal? exemple à la série, bon, les accomplissements, parce Oui, on a citer, beaucoup citer les qui accomplissements, les grandes je- satisfactions. Les, les je pense pas qu'il y a un moment de grande satisfaction particulier, mais c'est chaque jour quand je rentre dans mon inbox et puis je vois des gens qui écrivent, ils disent qu'ils apprécient franchement ce que je fais. Ça va chaud au cœur. La diaspora, surtout New York, les États-Unis, chaque jour dans mon inbox, ils m'écrivent, like, on voit, quand on regarde un clip, c'est ton nom, on voit dessus, on est fier que tu viennes d'ici, voilà, on est fier de te connaître et tout, ça fait vraiment plaisir. Quand ils rentrent, beaucoup cherchent à me voir, à se connecter, à partager. Des portes s'ouvrent. Ça, vraiment, c'est vraiment un grand plaisir. J'ai beaucoup de gens, par exemple, qui étaient des étudiants dans beaucoup de filières, qui étaient amoureux de l'audiovisuel, qui avaient peur de se lancer, qui aujourd'hui ont complètement embrassé le métier. Ils s'en sortent très bien. Ça, c'est vraiment aussi ma satisfaction. Et eux, ici, ils transmettent. Il y en a qui ont des structures, qui ont aussi des employés. Je suis dans la formation. Il y a beaucoup, par exemple, qui sont inspirés de rejoindre vraiment ce bord-là parce que justement, ils me voient être œuvrer dedans. Donc, c'est vraiment tout. C'est cet ensemble-là, en fait, je peux dire, mes satisfactions, quoi. Et ça continue jusqu'aujourd'hui, ça continue demain. Et voilà, c'est vraiment le but, c'est vraiment de transmettre that legacy. Transmettre vraiment cette plateforme-là et vraiment apporter quelque chose, faire en sorte que ça change, que vraiment au moins ce passage-là dans ce milieu-là est au moins apporté, qu'il a au moins créé des bases pour que voilà, j'allais dire les futures générations aussi grandissent et puis vraiment s'empoignent, empower themselves comme on aime le dire et puis voilà, que ça change les choses quoi. C'est vraiment ça le but et c'est la satisfaction, c'est une satisfaction au quotidien, je peux dire. C'est vraiment ça. Donc c'est vrai qu'il y a les trophées et tout, c'est bien. Cette année, on est allé au FAMAS, vraiment toute l'équipe. C'était intéressant. Ça vraiment, c'était intéressant que toute l'équipe, Tidiane dans ce domaine, il était le meilleur, moi j'étais le meilleur, Hamzi était le meilleur, les beatmakers qui sont autour de nous, c'était le meilleur. Voilà, on s'est rendu compte que voilà, on a un mindset et une façon de faire qui empower, et qui plaît. Et voilà, on continue dedans, quoi. Et vraiment, ça nous a donné beaucoup de courage. Là, on est à la partie B de Destiny Group. On est dans une nouvelle phase, une nouvelle ère. Bon, Mhm. les gens vont voir ça dans les années qui suivent, mais voilà, ça permet de continuer et puis de toujours pousser. Voilà. Est-ce qu'on doit s'attendre à de nouveaux projets? Qu'est-ce qui est dans les tuyaux actuellement? Ouais.
Ouais, il y a le gros trucs qui viennent. Il y a le gros trucs qui Exclusivité viennent. première sur un parcours atypique. L'exclusivité, c'est que peut-être on va attaquer d'autres champs. J'allais dire, plus ou moins s'internationaliser. Hmm. Et on va quitter un peu notre terre natale, j'allais dire, et puis essayer de pousser un peu de l'autre côté. Et se donner de plus grands défis. Comme je l'ai dit, essayer. Inch'Allah, ça va marcher. Inch'Allah, si ça marche pas aussi, on apprend. Et puis voilà, on pose les bases et puis on transmet de manière à ce que peut-être une autre équipe vienne continuer les choses. Mais c'est vraiment ça, quoi. Par passion, par plaisir, et puis voilà. Bah, un C'est appel ça. est lancé à toute la diaspora. Vous qui avez peur de, vous qui avez peur de revenir, au moins on a un grand groupe qui est là, prêt à nous accueillir, à nous donner tout ce qu'il faut, à nous intégrer. Un groupe Donc nous, modeste, un petit on va pas groupe. passer, on va pas passer par les mêmes galères que les autres. Il y a Destiny Prod qui est déjà là pour nous accompagner, nous accueillir dans la structure. Donc on est déjà calé. Ouais. Est-ce que En vous tout avez cas, un c'est un plaisir. dernier mot pour ceux qui nous écoutent, pour ceux-là qui sont en train de traverser des moments d'incertitude, de doute et qui se demandent peut-être est-ce qu'il y a la lumière au bout du tunnel? Mon dernier mot, c'est peu importe le choix que vous allez faire, c'est de se poser les bonnes questions très vite, d'y répondre franchement, sans regarder l'œil extérieur. La plupart d'entre nous, on a fait des décisions aujourd'hui là. C'est pas nos propres décisions. C'est parce que la société prend, dit de faire ça, de faire ça, de faire ça, de faire ça. On a suivi, on est rentré. Il faut arriver à un certain moment donné, se s'asseoir et puis se poser la question, est-ce que ce que je suis en train de faire là, est-ce que ça me reflète moi? Et ça, c'est apprendre à se connaître et puis à s'accepter comme on est. Ses valeurs, à se connaître assez bien. Et pour ceux qui sont de la diaspora, se demander aujourd'hui, qu'est-ce que je veux pour mon futur? Est-ce que je veux m'installer dans ce pays-ci? Se poser vraiment les questions. Est-ce que je me sens? Est-ce que je m'y plais? Est-ce que le froid là, je peux tenir ainsi de suite? Se poser vraiment les questions personnelles. Si c'est le cas, prendre les actions dans ce sens-là. Ça veut dire que si tu viens d'arriver, que tu veux rester, concentre-toi sur tes études. Concentre-toi très vite, par exemple, sur tes papiers. Peut-être que tu vas plus, pense à ne plus payer des loyers, pense à déjà investir dans un mortgage, tu vois ce que je veux dire? Ne joue pas avec ton crédit score. C'est peut-être des trucs comme ça que tu prends déjà dès à présent. Voilà. Côté diplôme, ça veut dire que tu te poses la question, est-ce que je vais dans un cursus standard, associate, bachelor, masters, ou bien je vais dans certificate, parce que maintenant on est dans cette ère là où, bon, voilà, on peut s'en sortir avec ça. C'est de se poser la question dès à présent et décider dès à présent. Mhm. Pour ceux qui veulent aussi rentrer, ah, je veux rentrer dans 5 ans, dans 10 ans. La carrière dans laquelle je suis actuellement, là, est-ce que ça peut aller faire long feu au pays? Et si ça peut faire long feu, qu'est-ce que je peux déjà faire comme actuellement qui peut me permettre d'être à un certain niveau si j'arrive là-bas? Ça veut dire peut-être qu'il faut travailler dans ton anglais. Tu vois ce que l'une des idées de business que moi j'avais en tout cas quand j'allais être là, c'est au moins avoir un assez grand bagage de connaissances en audiovisuel pour quand même et puis rentrer et puis essayer d'être dans la formation. Mhm. Idée de formation, si vous arrivez aujourd'hui, tu es dans un domaine où tu peux transmettre tes idées. Tu prends une salle là où tu peux avoir par session 10 personnes qui vont venir à ta formation. Si tu arrives à faire payer 25 000 pour 10 personnes, ça te fait 225 000 francs que tu reçois cash pour une session d'une journée. Ça, déjà, c'était une idée de business. Même si tu mets tes dépenses de 25 000, 50 000, tu as au moins 150 000 à 170 000 comme entrée pour cette journée-là. Donc, qu'est-ce que je peux développer qui va me permettre d'être assez notoire, avoir cette notoriété-là et puis donner des formations. Nous, on fait des formations là où les gens payent beaucoup plus que ça pour venir Et suivre. vous avez Vous voyez ce combien que je veux par dire? formation? Un franc symbolique. Donc, et malgré que ce potentiel même existe, Diane et moi, parfois, on n'a même pas le temps de donner des formations. Littéralement, même, j'ai dû le forcer là, même presque hier, même pour qu'il puisse lancer une formation en monétisation pour les artistes, parce que la demande est grande, on court, on voyage et tout et tout. Les gens en ont besoin. Je trouve le temps pour ça et puis voilà, qu'on puisse avancer. Pareil aussi pour moi, je suis dans la formation aussi, j'enseigne pratiquement même en semaine, en journée dans un centre. Je donne aussi des formations aussi spécialisées, personnalisées à ceux qui le veulent. Je suis dans une association aussi de créateurs audiovisuels. On donne des formations aux nouveaux qui sont là et qui ont besoin de conseils pour pouvoir se lancer. Et voilà, on est en train de créer cette plateforme-là. Et cette décision-là, par exemple, ça vient de cette réflexion de choix dès le départ, à un certain moment donné, que je vais rentrer.
Voilà, donc c'est de se préparer déjà dans ce sens-là, quoi, plus ou moins. Merci beaucoup, David Armel, pour cette discussion très inspirante. Nous sommes impatients de voir ce que l'avenir réserve à Destiny Group et à l'industrie audiovisuelle au Burkina Faso grâce à votre contribution. Merci, merci pour tout. Et voilà, Inch'Allah, la prochaine. On est là, on est ouvert. Voilà, merci pour tout. Merci pour la perche tendue. Merci. Mesdames et messieurs, restez connectés sur Parcours Atypique pour découvrir d'autres histoires inspirantes, mais surtout de trouver la force et le courage d'écrire votre propre histoire atypique. À très bientôt.